L'aventure en Alaska, elle débute avec mon premier terrain en Alaska avec Frederica de Laguna, chez les Atna, qui habitent le long de la rivière du Cuivre. Moins de 1000 personnes. On parle encore l'Atna. On est en 1968, 69, 70. Et avec Freddy, on travaille un terrain qu'elle connaît bien, qu'elle connaît déjà. Et on voyage de village en village, d'informateur en informateur. C'est une société à clans. Okay, donc il faut s'organiser pour identifier les clans, les lignages, un travail de généalogie quand même assez complexe. Moi, ça m'allait tout à fait. Mais sous l'égide de Freddy, évidemment, c'était l'archéologie, c'était l'écologie, c'était les techniques de chasse, c'était les techniques de pêche, c'était la linguistique, c'était à peu près tout ce qui se passait au passé comme au présent. Et on voyageait non seulement chez les Atans, mais aussi chez leurs voisins, dont les gens de Telacross ou Upper Tanana, et puis les gens de Nabesna, à Tetlin, le village principal. Et quand on est débarqué à Tetlin dans un petit avion qui devait voler en suivant la rivière, parce qu'il ne pouvait pas monter par-dessus les montagnes, on a découvert un village qui était encore, comment dirais-je, qui était encore capable de produire de la culture. C'est-à-dire, on ne chantait pas les chants traditionnels à Tetlin. On en inventait de nouveaux. Okay. Or, j'avais développé pour moi-même une façon de sténographier la musique. Ça me permettait d'écrire les chants avec des chiffres. J'avais appris ça. Enfin, j'avais appris des techniques de musique quand j'étais tout enfant, là, à l'école des Ursulines. Mais j'avais transformé ça de façon à pouvoir noter les chants. Et ça, c'était extraordinaire parce que quand un informateur chantait quelque chose, je pouvais le répéter et puis rajouter des paroles ou changer le... Alors, on s'est tout de suite entendus, les gens de Tetlin et moi, et Freddy s'est organisé pour que j'y retourne l'année d'après, mais toute seule. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je débarque avec mes 17 bagages, mes boîtes et mes affaires. Ça a diminué par la suite. Ils m'ont installé dans une petite cabane sans toit, mais avec des fenêtres et des rideaux. Et j'ai compris plus tard pourquoi il fallait des rideaux aux fenêtres, etc. C'est parce que pour eux, j'étais une jeune fille, pas encore pubère. On ne savait pas du tout d'où je venais. Et j'étais donc sensible à la forêt, sensible au monde. C'est pas le surnaturel, c'est le monde non-human world, comme disait Hallowell. Enfin bref, j'arrive dans le village. Chez les Inuits, tu rentres dans les maisons, et puis si on donne une tasse de thé, tu restes. Mais tu rentres. Tu frappes pas, tu rentres. Chez les Nabesna, comme chez tous les Atapascans, tu vas frapper à la porte et tu restes à la porte. Et toute la conversation va se dérouler à la porte. Tu rentres pas avant d'avoir été introduite formellement, de faire partie de la communauté. La maison, c'est presque comme le corps. Tu violes pas ça. Ça m'a pris 3 mois avant de pouvoir rentrer dans une maison. Et tout ce temps-là, j'ai parlé avec les gens, j'ai parlé avec les femmes, je les ai suivis dans la forêt, je les ai suivis à la pêche, je les ai suivis.
Euh, euh, j'apprenais les chants, ça, mais ça se faisait à la porte. Donc c'est une entrée très très progressive, mais comme je n'avais pas de statut officiel en tant qu'instituteur, il y avait un instituteur, c'est tout. J'étais pas missionnaire, j'étais pas un agent du gouvernement, donc ouais, j'étais une blanche un peu perdue. Mais avec plein de bonne volonté, les femmes se sont attelées à faire mon éducation de façon à ce que je puisse au moins survivre. Euh, et je suis passée par pas nécessairement un rituel formel, mais une série de petites initiations. Euh, jusqu'à ce que je puisse participer à la communauté sans la mettre en danger, sans déranger la chasse. Euh, mais c'est une société avec des moitiés exogames. C'est assez calé parce que tu peux parler aux gens de la moitié opposée, mais tu ne peux pas discuter. Je ne peux pas être seule avec un homme de mon clan et de ma moitié. Ça serait comme un début d'inceste. Donc, si je veux parler à un homme qui a des informations dont j'ai besoin, mais que lui fait partie de ma moitié, et je ne peux pas faire partie de la communauté sans être identifié à une moitié ou à un clan quelconque, je dois parler à sa femme. Je pose la question à sa femme. Donc, il y a toute cette mise en condition, tout cet apprentissage qui va se faire, c'est ça, sur les 3 premiers mois, tranquillement, jusqu'à ce que j'arrive à me comporter de la bonne façon. Je me souviens d'une fête, suivant les funérailles, qu'on appelait un potlatch. On avait construit, pour cette fête-là, on avait construit une espèce de grande maison. On a apporté des tas et des tas de victuailles. Il y avait du poisson séché, il y avait du canard séché, il y avait de l'orignal, il y avait du caribou, sous des formes diverses. Il y avait des bleuets, il y avait des canneberges, il y avait... enfin bref, la soupe. Les hommes font la cuisine pour les fêtes. Ça cuisine dans des grandes marmites. Et puis, à l'intérieur, vous avez des nappes en papier, là, et les gens s'assoient tout autour, de chaque côté. Ça, c'est le festin habituel, tous les soirs. Après ça, on danse, on pleure, on rit, on pleure, puis ça se transforme progressivement en danse, et puis en chant à boire, et puis c'est la grande fête. Moi, j'étais assise en coin, c'est-à-dire que la nappe s'arrêtait ici, puis elle repartait là. Moi, j'étais assise ici. Et puis, je vois le soleil qui se met à briller à la porte qui était là-bas au fond, et qui éclaire un groupe d'enfants assis par terre, mais ça fait une photo superbe. Je prends ma caméra, j'enjambe le bout de papier qui restait de la nappe, je vais prendre ma photo, je reviens. Toute la nourriture qui se trouvait d'ici jusqu'au mur était rassemblée devant ma place. Et pourquoi? On t'a fait un cadeau. Le nabestin, c'est pas facile à apprendre. La langue est la Pascal, c'est... j'ai jamais réussi à maîtriser ça complètement. Et puis, il riait en me disant qu'il me faisait un cadeau. Je savais bien que c'était pas un cadeau. Mais j'ai dit, et puis vous, qu'est-ce que vous mangez? On n'a plus faim. On a fini. Mais il dit, on commence. C'est pas ça.
Et puis finalement, il y a une des vieilles femmes qui se penche vers moi et me dit « T'as marché sur le coin de la nappe. » Puis là, j'ai compris. Une femme ne doit jamais enjamber quoi que ce soit. Jamais. Maintenant, les missionnaires vont te dire, et puis les ethnologues vont dire parce que c'est impur. Parce qu'une femme, c'est impur. Mais c'est pas parce que c'est impur, c'est parce que c'est trop puissante. T'acquiers des pouvoirs qui sont pas nécessairement contrôlés. D'autant plus que moi, Blanche, incapable de penser correctement, j'étais évidemment quelqu'un auquel on ne pouvait pas faire confiance. Donc, toute la nourriture, là, avait été rendue immangeable. Ça t'arrive une fois. Après ça, tu t'enjambes plus rien. Tu n'enjambes pas les ruisseaux, tu n'enjambes pas les sentiers, tu n'enjambes pas le seuil de la porte. Il faut que tu mettes le pied sur le seuil et puis tu passes. Ça prend. Donc tu vois, tu as un apprentissage qui se fait. Et puis, à un moment donné, tu t'aperçois que le geste rituel n'est pas gratuit, qui correspond à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que dans les sociétés atapascanes, la pensée est opérante. C'est pas l'intention seulement, quoique l'intention va avoir un effet même si elle n'est pas agie, même si elle n'est pas transformée en geste. Le fait de vouloir quelque chose, le fait de penser à quelque chose va déjà avoir des conséquences. C'est complètement l'inverse de la société européenne, c'est aussi l'inverse des Inuits, en ce sens que si tu penses à quelque chose, les choses arrivent. Moi, ça va me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de pouvoir penser aux conséquences et de pouvoir être dans le milieu sans le déranger. Par exemple, tu vas à la chasse. Tu suis les gens qui vont à la chasse. J'ai écrit ça dans mon livre. Une des femmes qui s'occupait de mon éducation, Annie Joe, m'avait dit « Mary, quand tu vas dans le bois, il faut que tu penses de bonnes pensées. » Moi, je ne savais pas ce que c'était de bonnes pensées, puis je ne savais pas ce que c'était que de penser de toute façon. Quand je suis dans le bois, je regarde tout, je pense à tout. Non. Quand tu vas dans le bois, tu penses de bonnes pensées. Ça veut dire quoi, de bonnes pensées? De bonnes pensées, ça veut dire qu'il faut être... comment dire? Il faut avoir à l'esprit, d'abord être conscient de ce qu'on a à l'esprit, ce qui pour moi était une nouveauté totale, et ensuite, il faut être conscient de la qualité de ce qu'on pense. Donc, si je pense aux animaux qui vont se faire tuer, si je pense, on est à la chasse après tout, si je pense à une voisine qui m'a embêté, si je pense, ça c'est le pire, si je pense du mal de quelqu'un, mais si je pense que j'ai peur, tout ça c'est à éliminer. Et c'était pas quelque chose dont j'étais capable. Moi, on m'avait pas appris à surveiller mes pensées. Je pouvais surveiller mes mots, je pouvais surveiller mes actions, mais mes émotions, c'était des choses qui m'arrivaient. C'était pas quelque chose que je pouvais contrôler. Or, à côtoyer les enfants, à côtoyer les grands-mères, les 3 grands-mères Jessie Mark, Annie Joe et Jessie David, ces 3 femmes-là qui avaient pris sur leur couple, il fallait non seulement savoir comment on se sentait, ce qui n'est pas évident, parce que moi, on m'avait appris à me sentir toujours bien. Donc, si je me sentais mal, je n'étais pas nécessairement consciente. Mais il faut aussi pouvoir orienter ces émotions. Moi, orienter les émotions, ça veut dire les supprimer.
Mais pour les Atapascans et pour les Nabesna, mais pour tous les Atapascans que j'ai rencontrés, les vieux, pour les jeunes c'est différent, mais pour les vieux, ça veut dire qu'il faut pouvoir reconnaître son émotion et puis s'en détacher. Mais on ne contrôle pas ses émotions. Contrôle, c'est une façon européenne de faire les choses. On a vu des traces de loups tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que les loups soient loin. L'idée, c'est de s'adresser aux loups en disant frère loup, je sais que tu es là. Tu es beau, tu es fort, tu es belle, tu t'occupes de tes enfants, moi je m'occupe des enfants. On est toutes les deux en train de faire la même chose. C'est-à-dire, on dévie un peu. J'ai peur, je suis dans le bois, on est en octobre, les ours sont encore là, j'entends des craquements partout, il fait noir, comme dans un four. Tu t'arrêtes. Tu reconnais ta peur ou ton inquiétude ou ton pas bien, et puis tu t'ouvres en disant ok, grand-père ou grand-mère, ben, en Atapascan, de toute façon il n'y a pas de hishi. Prends soin de moi, j'étais là, tu es une créature magnifique, tu loues les choses, et puis tu transformes ta peur en merveille, en émerveillement, par exemple. Mais les enfants font ça, jour après jour, ça te rentre dans Alice Chaud, la première fois, elle m'avait dit « Pense de bonnes pensées ». Ben oui, mais... Dis, Mary, si tu veux venir chasser avec nous, pense pas. Don't think. Puis ça trempe, hein, c'est petit à petit. Alors là, pour moi, c'était tout un apprentissage, de fond en comble. Un nettoyage total, parce que c'est une façon de penser tellement différente de ce que j'avais pu rencontrer avant. Et puis, cette relation que tu vas établir avec les loups, les ours, c'est une relation individuelle. C'est jamais une relation à l'espèce, et c'est encore moins une relation... Les Atapascans n'aiment pas les archétypes, n'aiment pas les symboles. Pour eux, c'est des façons diminuées de penser. Tu as une relation avec le café, c'est une relation directe avec le café. Le café n'est pas un symbole. Ben, c'est peut-être un symbole de domesticité ou un symbole d'accueil, ou un symbole, mais c'est pas pour ça que tu prends ta tasse de café. Tu prends ta tasse de café parce que c'est bon le café. Okay? Puis parce que la même chose avec les personnes. Tu ne peux pas transformer une personne en symbole. Tu ne peux pas transformer un animal en symbole. Tu ne peux pas transformer n'importe quoi en image de quelque chose d'autre. Et la langue est difficile parce qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a des polarités, mais il n'y a pas d'opposition. Essaye de faire du structuralisme là-dedans, là, c'est calé. Aïe, aïe, aïe. Oublie les grandes oppositions nature-culture, homme-femme, jour, nuit, mort, vie. Non, ça marche pas. Si tu vas assez loin dans la mort, tu arrives dans la vie. Si tu vas assez loin dans la vie, tu rentres dans la mort. C'est-à-dire, et tu vas assez loin dans le catholicisme, tu arrives chez toi dans tes traditions. Si tu vas assez loin dans tes traditions, tu retrouves la Bible. Donc c'est une façon de penser qui m'a séduite. Absolument séduite. Parce que ça relativise vraiment la chose. Quand tu apprends à parler, alors là, ça devient encore plus évident parce que les mots, tous les mots que tu peux utiliser pour parler de conscience, de pensée, d'état mental, de psychologie, d'émotion, et tu penses avec tes émotions sont une forme de pensée de ça. Tous ces mots-là te permettent aussi de parler du temps qu'il fait, de l'espace, du ciel, du vent.
Le mot pour vent et le mot pour pensée, c'est le même. Le mot pour conscience et le mot pour espace, c'est le même. Alors, il faut que tu saches à l'avance, est-ce que tu vas parler du temps qu'il fait ou est-ce que tu parles de la façon dont tu te sens? Qui, en fait, c'est la même chose. Parce que ton mental interne est équivalent, non, est concomitant, est coexistant, est euh, fait partie de l'atmosphère et l'atmosphère fait partie de ta pensée. Tu n'es pas... Chez les Inuits, tu es commode parce que tu as un esprit qui est en toi. Hein? Sauf pour... ouais, l'Inuit, c'est quelque chose d'interne. Mais tu peux parler de Sila. Sila, c'est déjà... C'est pas en toi, mais tu en as un petit bout en toi. Tandis que pour les Athabascans, je, je n'ai pas une âme à l'intérieur de moi. Je suis dans mon âme. Tu es l'expression en plus, tu en as deux. C'est pourquoi. Tu as ce dont tu es l'image ou l'écho, et puis tu as l'espace intérieur qui est adjoint à l'espace extérieur. Donc, s'il fait beau dehors, il fait beau dedans. C'est la vieille histoire du moine zen, tu sais, qu'on appelle parce parce qu'il y a une sécheresse. Alors, il arrive dans le village, l'histoire japonaise, il arrive dans le village, il s'assoit, puis il médite. Puis au bout de 3 jours, ben, il pleut. Alors, on lui demande comment il fait. Ben, il dit, quand je suis arrivé, il y avait une sécheresse, c'était pas normal. Je me sentais pas normal. J'ai médité jusqu'à être normal. Quand j'étais normal, c'était évident, il a plu. Ben, ça, c'est une histoire que les Athabascans pourraient dire. Alors, mon âme, en fait, de dire qu'elle est à l'intérieur, qu'elle n'est pas à l'intérieur, c'est pas tout à fait exact. C'est une pulsation. C'est pas une chose, c'est un processus. C'est une pulsation. Alors, tu as la pulsation à grande échelle, qui est celle de l'être dans le camp et de l'être dans le bois ou dans la montagne, de l'être dans le camp, en fait. Et ta vie se meut, okay, entre aussi loin que tu puisses aller, puis quand tu reviens. Sur le plan saisonnier, sur le plan de l'existence, je nais, je meurs, enfin je vis, okay, je meurs, puis pendant ma mort, je reviens à mon moi, qui n'a pas de contenu, qui est un point d'émergence. Puis je nais, puis je vis, je reviens, je meurs, je me reviens à moi pendant ma mort, et ainsi de suite. Et tu peux être sur le plan géographique, sur le plan social, sur le plan psychologique, c'est toujours là. Et tu te sens bien, tu sors, tu te sens mal, tu reviens. Okay. Et cette pulsation-là, elle anime autant le vent. Tiens, les Navajos, qui sont les cousins des Navesna, vont te dire que si tu regardes tes doigts, là, les petits vortex, là, c'est les traces laissées par le vent intérieur, qui est toujours en mouvement. Non, sur le plan philosophique, c'est extraordinaire. Alors, au fur et à mesure que tu fouilles, ça devient plus complexe, ça devient plus séduisant sur le plan intellectuel. Parce que tu dois te sortir complètement de tes normes. Alors ça, c'est sur le plan, si tu veux, de la vision du monde. Mais il y a un autre système de connaissances sociales qui m'a complètement sorti de moi-même en même temps. Et c'était ma première expérience vécue, solide, d'une société matrilinéaire. Alors là encore, jusque tout récemment, j'en ai parlé comme de système culturel, matrilinéaire, matriculture, on est en train de travailler ça.
Mais je pense que je vais aussi explorer le matrilinéaire comme système de connaissance. Indigenous knowledge. Parce que tu vas te retrouver avec des normes de comportement, avec un système de parenté, avec des habitudes de vie qui sont impensables dans nos sociétés à nous. Et c'est là que je me rendrai compte de là d'où je viens en tant que société, de système social, de système de valeurs, et que je vais me sentir chez moi, chez les Atapascans. En tant que femme, c'est extraordinaire.